Et au début de tout cela, un garçon se réveille dans un endroit inconnu, jusqu'à ce qu'une jeune fille s'approche de lui, se réjouissant qu'il soit réveillé, puis s'adressant à lui comme à son roi. Quant au garçon, il donne un peu plus de contexte sur ce qui se passe, et explique que le jeu auquel il jouait dans son lit lorsqu'il était malade était un jeu de stratégie se déroulant dans un monde de dark fantasy. Et le personnage qu'il aimait le plus dans tout le jeu était précisément la femme qui se trouve devant lui. Quant à elle, la jeune fille lui parle à nouveau, mais cette fois, elle l'appelle Takuto, son vrai nom, et le félicite d'avoir réussi l'exploit de vaincre la difficulté cauchemardesque en utilisant la civilisation la plus difficile à affronter, en l'occurrence Minogue. Takuto devient ainsi le joueur numéro 1 du jeu. Cela dit, la jeune fille commence à s'émouvoir, car elle se souvient de toutes les fois où Takuto est arrivé et s'est approché d'elle. En entendant cela, il dit qu'il l'utilisait dans le jeu parce qu'il voulait être aussi fort qu'elle, et se dit donc heureux d'avoir l'occasion de lui parler. Quant à la jeune fille, elle lui dit la même chose. Après tout, elle est heureuse de pouvoir parler à Takuto. Soudain, Takuto contemple ce ciel nuageux et en déduit qu'elle a dû l'Y convoqué. Cependant, la jeune fille affirme que ce n'est pas vrai, qu'elle a simplement marché jusqu'à arriver là par hasard. Même si elle n'y est restée que peu de temps, elle décrit cet endroit comme étant quelque chose d'analogue au paradis. En l'occurrence, elle croit que cet endroit est semblable au monde des nations éternelles. Bien que ce sujet soit source de conversation, la jeune fille l'ignore et se contente de dire qu'elle est heureuse de rencontrer Takuto en personne. Elle lui prend alors la main et leur propose de reprendre ce jeu. Même si elle ne sait pas exactement où il se trouve, l'important pour elle est qu'ils commencent ce voyage ensemble et qu'ils puissent bientôt bâtir un royaume rien qu'à eux deux. Quant à Takuto, il ne comprend toujours pas ce qui se passe là-bas, mais il se dit prêt à revivre les jours brillants qu'il a passés dans ce monde aux côtés de son compagnon de voyage. En entendant cela, la jeune fille se présente comme Atu Medi, une enfant née de la boue qui détruira le monde à l'avenir. De plus, Atu lui explique clairement qu'à partir de ce jour, son corps et son esprit appartiennent à Takuto, qui doit la commander de la pire des manières, dans le seul but de nuire à tout ce qui les entoure. En entendant cela, Takuto joue son jeu et affirme que son objectif est également de créer la nation la plus redoutée et la plus maléfique de toutes. Et pour commencer, Takuto crée un monstre appelé un batteur. Il explique ensuite que l'objectif de Minogue, son royaume, est de devenir une civilisation éduquée, régnant sur le mal et la ruine. Ils doivent donc garder cela à l'esprit dans tous leurs actes. Atu complète ses propos en précisant qu'ils doivent éviter autant que possible que d'autres personnes découvrent leur plan. Takuto, quant à lui, affirme que l'idéal est de recueillir un maximum d'informations sans que personne ne les découvre. Il s'adresse ensuite au monstre éclaireur et lui annonce qu'il lui donnera un ordre, en tant que roi, pour inspecter les environs. À ce moment, Atu agit avec encore plus de précision que Takuto, ordonnant au monstre de se dépêcher et de ne pas décevoir son roi avec une mission inachevée. À ces mots, la créature s'enfuit aussitôt, voyant que le monstre lui obéissait. Atu se sentit plus soulagé. Takuto décida alors de tester l'une des fonctionnalités déjà présentes dans le jeu. Dans ce cas, elle partage la vision du monstre avec elle-même, et remarquez que cette fonction très utile fonctionne réellement. Mais voyant qu'ils ont dépensé beaucoup de PM, Atu suggère de conserver la production d'urgence. Après tout, ils dépensent généralement plus. En entendant cela, Takuto dit qu'il pensait produire un guerrier capable de combattre pour eux, mais comme leur mana est très bas, il décide de remettre ce projet à plus tard. Voyant son inquiétude, Atu lui assure qu'il affrontera tout ennemi qui viendra les attaquer, et lui conseille de rester calme. Malgré ces paroles, Atu se souvient qu'elle est encore très faible. Takuto remarque alors qu'elle est au niveau 3, ce qui signifie qu'elle est totalement vulnérable, et que toute attaque ennemie pourrait leur coûter la vie à tous les deux, les empêchant de poursuivre leur projet de construction du royaume de Minogue. Après ces mots, Takuto commence à désespérer. Au bout d'un moment, il parvient à inspecter toute la zone autour d'eux grâce au monstre qu'il avait envoyé Explorer. Bien que l'endroit soit entièrement boisé, il n'y trouve aucun autre animal ni monstre. En entendant cela, Atu dit que cette zone forestière semble être le meilleur endroit pour se cacher, car elle est sûre. Cependant, Takuto ajoute qu'il n'y a pas de nourriture, chose qu'ils doivent trouver au plus vite. Atu se sent alors inutile de ne pouvoir encore rien faire et s'en excuse. Mais Takuto ajoute que sa simple présence le rend déjà très heureux, et qu'elle n'a donc pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Et dès qu'elle reçoit un compliment aussi direct, les yeux d'Atu brillent, émue par ce qu'elle a entendu. À un autre moment, Takuto continue d'explorer la forêt avec l'aide du monstre, jusqu'à ce qu'il découvre soudain une communauté d'elfes noirs, qui, soit dit en passant, n'est pas si loin de là où il se trouve. En entendant cela, Atu se sent soulagé, car les elfes noirs ont tendance à être plus neutres. Quant à Takuto, il reste inquiet, car s'il se trouve vraiment dans le monde des nations éternelles et qu'une autre civilisation existe à proximité, il pourrait se retrouver impliqué dans une guerre locale, une situation à laquelle ils ne sont certainement pas prêts. De plus, le fait d'être voisin d'une autre civilisation remet en question leur plan initial, qui consistait à tout faire sous le manteau. Atu suggère alors qu'ils s'enfuient ensemble, mais Takuto décide d'abord de recueillir des informations sur les elfes noirs et la forêt avant de partir. Soudain, un groupe d'elfes noirs les aborde. L'elfe de tête se
souvient alors de quelques instants avant cette rencontre, lorsqu'ils arpentaient la forêt à la recherche de nourriture. Au cours de leur promenade, un elfe nommé Emle lui parle d'Idoagia, un royaume qui protège une forêt maudite. On raconte qu'un mal caché s'est logé dans ces terres, cherchant à compromettre l'épanouissement de la vie dans le royaume. Après avoir entendu cela, le chef des elfes déclare que cette histoire n'est qu'une superstition et recommande à tous de continuer à vivre sereinement dans cette forêt afin d'honorer leurs ancêtres. De retour au présent, le chef des elfes interprète Atu et Takuto comme des êtres maléfiques venus les anéantir. À cela, le chef et les autres elfes s'agenouillent envers eux. Le chef se présente alors comme Jeianagev, un elfe noir du clan Mazaram. Il s'excuse ensuite auprès de Takuto et Atu pour avoir envahi leur région. Sur ce, Atu tente de les intimider d'un ton sérieux et leur demande ce qu'ils font là. Jeia explique alors que lui et son peuple ont été expulsés des terres où ils vivaient auparavant et ont fini par être envoyés dans cet endroit complètement abandonné, sans nourriture. Selon lui, son peuple a fini par souffrir pour quelque chose qu'ils ne méritaient même pas, et qu'en fin de compte, ils aspirent simplement à un endroit où vivre en paix. Après avoir entendu toute l'histoire des elfes noirs, Takuto compatit et leur lança plusieurs pommes, leur promettant de les garder toutes. En ramassant une pomme, Jeia fut perplexe, peu habitué à ce genre de fruits dans sa forêt. Bien qu'il n'ait pas mangé depuis des jours, Jeia se demanda s'il devait vraiment s'arrêter pour manger pendant que son peuple l'attendait. Pendant ce temps, les autres elfes se mirent à manger les pommes, émerveillés par le goût délicieux de ce fruit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. En plus des pommes, Takuto leur jette quelques poires, laissant Jeia encore plus surprise par une telle générosité. Atu remarque l'elfe sans réagir et explique que son roi offre sa charité au peuple elfique. En entendant cela, Jeia dit à Takuto que leurs enfants meurent de faim et lui demande donc de donner les fruits aux enfants des elfes plutôt qu'à lui. Voyant que la situation des elfes est encore pire qu'il ne l'imaginait, Takuto leur laisse tomber encore plus de nourriture. Pendant ce temps, Jeia se souvient de l'histoire des elfes noirs, méprisés car ils fuyaient la lumière, les plongeant ainsi encore plus profondément dans les ténèbres. Et lorsqu'ils voient qu'il y a encore quelqu'un prêt à leur prêter main forte, les elfes en déduisent qu'ils sont la cible d'un véritable miracle divin. Quant à Jeia, il demande à Takuto qui il est exactement, mais ne reçoit aucune réponse. De retour auprès des autres elfes, Jeia informe tout le monde qu'ils sont revenus avec de la nourriture pour tous, sans toutefois préciser la provenance exacte de cette quantité. Un peu plus tard, Moltar va voir Jeia et lui dit que les fruits qu'il a apportés sont vraiment incroyables. Quant à Jeia, il affirme n'avoir jamais vu un tel fruit auparavant. Mais en constatant sa façon différente de s'exprimer, Moltar comprend immédiatement que quelque chose cloche et lui demande ce qui s'est réellement passé. Jeia décide alors de se confier à lui et lui révèle qu'il a trouvé un être mystérieux au plus profond de la forêt. En entendant cela, Moltar en déduit qu'il a interagi avec le roi de la ruine, qui, comme son nom l'indique, cherche à détruire le monde et à tout réduire en ruine. Et bien que l'être mystérieux n'ait pas donné de nom, Jeia dit qu'il était déjà assez terrifiant pour justifier ce nom. Le roi avait un serviteur qui expliqua aux elfes ce que son roi voulait. En entendant cela, Moltar changea d'avis et dit que l'être qu'il avait vu dans les profondeurs de la forêt n'était probablement pas le roi de la ruine. Il demanda alors si le roi avait demandé quelque chose en échange de la nourriture, et Jeia répondit que non. En entendant cela, Moltar est encore plus confus, car il ne peut imaginer un être maléfique capable de faire la charité sans rien demander en retour. Quant à Jeia, il appelle cet être « votre grâce », un terme respectueux. Moltar les irrite et commence à l'accuser de montrer du respect à un être dangereux qui est peut-être le roi de la ruine. Pourtant, Jeia affirme que, malgré son caractère maléfique, cette créature a rempli les estomacs de toute la tribu. En entendant cela, Moltar s'excuse auprès d'eux et affirme que Jeia a bien fait d'accepter la nourriture du roi. Pendant ce temps, Atu réprimande Takuto, lui reprochant d'avoir gaspillé leur mana pour quelque chose de totalement inutile. Voyant sa colère, Takuto s'excuse et affirme avoir besoin d'elle à ses côtés. À ces mots, Atu sourit jusqu'aux oreilles et s'excuse de son impolitesse. Takuto, quant à lui, se souvient de ses mauvaises relations avec les elfes noirs, et cherchant à comprendre pourquoi, il fond en larmes en réalisant qu'il n'en est rien, qu'il est juste un étrange personnage. Et pendant la conversation, Moltar demande si Giaste prêt à retourner auprès du roi, et il répond oui. Moltar souligne alors qu'ils ont déjà accepté la charité du roi de la ruine. Il suppose donc que le roi exigera quelque chose de plus tard. Cependant, Jeia lui rappelle que le roi n'a rien mentionné de tel, ce qui le laisse penser que cette charité était donnée du fond du cœur, sans rien attendre en retour. Mais voyant la naïveté de Jeia, Moltar dit qu'ils ne peuvent pas dire que le roi n'exigera rien plus tard, car lorsqu'un être maléfique propose de l'aide, il exige toujours quelque chose. Mais même si c'est vrai, Moltar se souvient qu'ils ont vraiment besoin de l'aide du roi pour survivre. Quant à Jeia, il dit que leur vie serait très difficile s'ils quittaient la forêt et commençaient à errer. Après tout, ils ne sont pas sûrs d'avoir de quoi manger hors de chez eux. Cependant, il se souvient qu'en quittant la forêt et en errant, ils pourraient éventuellement atteindre le continent noir, un endroit où ils ne seront pas poursuivis. En entendant cela, Moltar dit que c'est leur dernière chance de survivre. Alors il suggère qu'ils quittent la forêt et poursuivent leur voyage. Pendant ce temps, le monstre de Takuto interrompt sa conversation avec Atu, et elle commence à réprimander la créature. Cependant, Takuto prétend être celui qui a invoqué le monstre.
Analysant les informations apportées par le monstre, Takuto découvre que les elfes noirs se dirigent vers lui, probablement pour récupérer la nourriture restante. Face à cela, Takuto craint d'avoir trop de contact avec des êtres de cultures différentes, car cela pourrait entraîner des conflits entre les races. En entendant cela, Atu remarque qu'il est très inquiet et lui demande si quelque chose le tracasse. Takuto répond que, faute de communication immédiate, il pense ne pas pouvoir négocier avec les elfes noirs. Voyant son inquiétude, Atu décide de prendre la tête des négociations à sa place. De plus, elle est prête à lui témoigner toute sa générosité de roi. Takuto la remercie d'avoir pris l'initiative de l'aider, mais lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir le faire. Quant à elle, Atu interprète sa question comme une façon pour Takuto de la rabaisser, la pensant incapable de gérer de telles affaires. Takuto la contredit, affirmant la croire entièrement et lui confiant la tâche de négocier. Et voilà, quelques minutes plus tard, les elfes noirs arrivent enfin sur les lieux. Moltar est le premier à s'adresser au roi des ruines, le remerciant de lui avoir donné l'occasion de les rencontrer. En entendant cela, Atu le félicite d'avoir au moins témoigné du respect à son roi, mais l'interrompt et demande à Moltar de se dépêcher de lui dire ce qu'il fait là. Il remercie Takuto pour la nourriture que lui et son peuple lui ont fournie, puis demande l'honneur de connaître au moins le nom du roi des ruines. Quant à Takuto, il leur révèle son nom, et Atu le lui révèle et le présente comme le seigneur de l'apocalypse et le souverain des ruines. Quant à elle, Atu prétend être d'un statut inférieur à celui de Takuto, qu'elle qualifie de dieu. Elle demande donc aux elfes de ne pas la perturber en l'appelant elle aussi dieu. En entendant cela, Moltar l'assure qu'il ne commettra pas cette erreur et gravera à jamais leur nom dans sa mémoire. Takuto se sent soulagé, constatant que les elfes noirs ont agi avec bienveillance jusqu'ici. Atu décide alors de mettre fin aux négociations, leur ordonnant de prendre le reste de la nourriture et de partir rapidement pour éviter qu'elle ne se gâte. Mais avant de partir, Moltar demande que peuvent-ils faire pour remercier le roi des ruines de sa charité. En les entendant dire cela, Atu lui fait comprendre qu'il est pratiquement inutile de récompenser Takuto, d'autant plus qu'elle est certaine qu'ils n'ont jamais réussi à préparer une offrande suffisamment digne de son roi. De plus, Atu commence à soupçonner les elfes et demande s'ils préparent quelque chose de louche, ce à quoi Moltar répond par la négative. Quant à Takuto, il sent que la conversation dégénère à cause de l'hostilité d'Atu. Il la prend alors à part pour discuter et la convainc de se montrer plus bienveillante lors des négociations, car il sent que les elfes cherchent sincèrement à construire une relation mutuellement bénéfique avec eux. Autrement dit, ils ne souhaitent pas seulement recevoir la charité, mais plutôt la rendre d'une manière ou d'une autre. Atu comprend alors le point de vue de Takuto et annonce aux elfes que le roi est prêt à accepter leur offre en échange de leur charité. Moltar paraît plus détendu. Takuto, quant à lui, comprend enfin ce qui se passe. Moltar se méfie simplement de lui, pensant que Takuto leur joue un tour. Voyant qu'il voit Takuto ainsi, Atu se met en colère. Cependant, Moltar tente de s'expliquer, affirmant qu'il n'a jamais considéré Takuto comme un être maléfique. Tandis qu'ils discutent, Atu revient sur le sujet de la rencontre et réfléchit à une récompense qu'il pourrait offrir à Takuto. Atu leur demande alors de parler au roi du monde au-delà de la forêt, et qu'ils devront quitter la forêt une fois qu'ils auront conclu un pacte avec le roi des ruines. En entendant cela, GIS, contrairement à Moltar, laisse transparaître la surprise dans ses yeux. Il commence à discuter avec Takuto à ce sujet, mais Moltar le réprimande, affirmant que si telle est la volonté du roi, ils n'ont qu'à s'y conformer. Après cela, Moltar remercie Takuto de lui avoir donné l'occasion de le rencontrer, puis lui tourne le dos pour partir. À la fin des négociations, Takuto se demande s'il doit vraiment les expulser de la forêt, car les elfes risquent fort de s'effondrer ailleurs. Après avoir réfléchi un peu à la solution, Takuto décide de rappeler les deux elfes noirs et leur propose de devenir ses citoyens. À ces mots, Atu s'approche de lui et lui demande ce qu'il pense exactement. Takuto explique qu'il utilisera le système des réfugiés, car les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais par nature. Il pense donc que s'ils sont acceptés comme réfugiés dans sa civilisation, ils deviendront des êtres maléfiques comme lui. Et bien que la coexistence entre deux races liées au mal existe, Atu affirme que les elfes noirs sont une race très différente des citoyens de Minogra, les homoncules, et qu'il existe donc un risque de conflit entre eux. En entendant cela, Takuto lui rappelle que l'apparence des homoncules n'est déjà pas très frappante aux yeux des humains, et qu'avoir les elfes noirs à leur côté ne devrait donc pas les inquiéter outre mesure. En entendant cela, Atu s'adresse à nouveau aux elfes noirs, les informant que le roi des ruines a l'intention de fonder une nation prochainement, et que si les elfes décident de devenir citoyens de ce royaume, Takuto promet de les protéger. Moltar demande alors ce qui leur arriverait s'ils devenaient citoyens de Minogra, et Atu leur répond alors qu'ils deviendraient simplement des êtres maléfiques, tout comme Takuto et elle. Et si cette information peut paraître choquante au premier abord, Atu fait clairement savoir qu'ils auront une légitimité pour choisir le chemin qu'ils suivront. Elle leur suggère cependant de venir à ses côtés, car c'est sans aucun doute le plus amusant. Et puis, à un autre moment, Atu parle à Takuto tandis qu'il traverse la forêt, et semble encore se demander pourquoi les elfes noirs ont mis autant de temps à décider de devenir citoyens de Minogra. Quant à Takuto, il lui rappelle que ce fut une décision vraiment difficile à prendre, sachant qu'ils deviendraient des êtres maléfiques une fois qu'ils auraient rejoint leur camp. En marchant un peu plus loin, ils atteignent enfin le camp des elfes et sont accueillis comme de véritables rois. Atu vérifie alors que tous les elfes noirs sont présents,
puis révèle qu'ils ont tous été acceptés comme citoyens de la nation Minogra. Sur ce, elle se tourne vers Takuto et lui demande à nouveau s'il est sûr de vouloir le faire. Comme précédemment, il reste ferme sur son idée, affirmant que toutes les conditions sont réunies et qu'ils sont donc prêts à annoncer officiellement la fondation de Minogra. Une fois tous devenus citoyens de Minogra, Atu dit aux elfes noirs qu'ils peuvent compter sur la protection de Takuto, leur dieu et souverain. Quant à Geiya, il trouve étrange que son apparence n'ait pas changé après être devenue citoyenne du dieu des ruines, car il pensait qu'ils deviendraient des êtres maléfiques, intérieurement comme extérieurement. Mais peu après, Geiya commence à ressentir une profonde haine monter en elle. Cependant, tous les elfes se mettent à vénérer Takuto, mais cette fois avec une profonde sincérité. Et voilà que quelques jours plus tard, Takuto découvre avec inquiétude que deux autres grandes nations existent déjà sur ce continent. Après tout, si les royaumes voisins découvrent l'existence de Minogra, un royaume maléfique vivant à leur côté, ils entreront certainement en conflit avec eux. Et comme le royaume de Minogra vient tout juste d'être fondé, Takuto réalise qu'il n'a pas encore la puissance militaire suffisante pour s'opposer à ces deux grandes nations. Soudain, Moltar apparaît devant Takuto, accompagné d'Emle et de Geiya. Atu profite de la présence de tous pour expliquer le rôle de chacun au sein du royaume, précisant que Geiya sera le commandant des forces de Minogra. À cette nouvelle, Geiya s'enthousiasme et promet d'empaler tout ennemi qui lui en donnera l'ordre. Moltar, quant à lui, affirme son intelligence, affirmant qu'il obtiendra des résultats encore meilleurs que Geiya. Emle, quant à elle, promet d'aider le royaume par son travail acharné. Voyant leur volonté de travailler dur, Atu demande à Moltar s'il pourrait récolter du bois tout en préservant la forêt. Moltar répond que oui. Après tout, il a toujours préservé la forêt où il vivait. En entendant cela, Geiya est perplexe, car Takuto étant un être maléfique, il pensait que l'ordre serait tout le contraire, détruire la forêt. Mais en plus de leur demander de ne pas détruire les lieux, Takuto leur demande de reboiser davantage la zone. Mais à l'évocation du terme « reforestation », tout le monde reste bouche bée. Takuto réalise que leur technologie magique est bien inférieure à ce qu'il attendait. Atu, quant à elle, leur explique le terme « reforestation ». Il s'agit ici de planter des arbres, ce qui accélère leur croissance dans toute la forêt. Ceci dit, Atu attribue ce savoir à Takuto, qui se sent bientôt dépassé par la pression, d'autant plus qu'elle ment sur son infinie sagesse. Quant à Emle, elle se souvient des pommes du roi et demande s'il a conçu ce nouveau fruit, ce à quoi Atu répond par l'affirmative. En entendant cela, Takuto réalise qu'il peut utiliser sa capacité de production d'urgence pour créer de nombreuses choses, comme de la poudre à canon, des métaux de base et même du pétrole. Et tandis qu'il marche avec le saint, l'un des soldats commente le possible pouvoir spécial qu'elle possède. Mais en y regardant de plus près, il en déduit qu'il ne s'agit que d'une légende, et qu'en réalité, la sainte n'est qu'un symbole. En entendant cela, un autre soldat répond à son collègue qu'il découvrira bientôt le véritable pouvoir de la sainte. Soudain, un groupe de gobelins apparaît et menace de les attaquer. Voyant cela, la sainte informe les monstres qu'ils ont déjà perdu toute chance de se repentir pour avoir troublé la paix du royaume sacré de Qualia et abandonné le dieu Arlo, et elle les punit donc de mort. En découvrant le pouvoir absurde de Soalina, le soldat qui doutait de sa force reste bouche bée, s'interrogeant sur ce qu'il vient de voir. L'un des hommes l'informe que le pouvoir de la sainte permet la coexistence entre humains et elfes, ainsi que de repousser le mal du royaume si nécessaire. De plus, l'homme lui apprend que Soalina est l'une des 7 grandes saintes sauveuses du continent d'Idoragia, mais qu'elle est plus connue sous le nom de Sainte Soalina des Sépultures Fleuries, car en tuant ses ennemis, elle les transforme en magnifiques fleurs qui embellissent et apaisent l'environnement de combat. Quant à Soalina, elle interroge le cardinal sur le sujet dont elle avait discuté avec lui plus tôt, l'éventuel apocalypse qui se produirait dans les terres maudites, ce qui les obligerait à envoyer des paladins enquêter sur les lieux. Mais, apprenant cela, le cardinal déclare qu'il ne peut accéder à sa requête. Après tout, s'intéresser aux terres maudites, au sud du continent noir, est totalement absurde. Par conséquent, le quartier général n'autoriserait jamais les paladins à s'y rendre. Et, constatant cet empêchement, Soalina déclare qu'elle s'y rendra elle-même. Cependant, dès qu'il entend son idée, le cardinal lui rappelle que Soalina n'est plus la simple villageoise qu'elle était, et qu'elle doit donc se mettre à sa place. Mais à peine dit-il cela, il est surpris par le regard vide de Soalina, et décide donc de lui obéir, déployant tous ses efforts sur le site, même contre sa volonté. Pendant ce temps, Atu excite les elfes noirs en leur annonçant qu'ils commenceront les travaux dans cette zone. Eh bien, en quelques minutes, les elfes noirs construisent la chambre et le trône de Takuto. Et si cela est déjà surprenant, Atu précise que leur but ultime est de bâtir le royaume qui ébranlera les cieux et dominera la terre. Après que tous les administrateurs du royaume se soient rendus au bureau de Takuto, Atu annonce qu'ils peuvent commencer la réunion. Mais d'abord, on les remet les nouveaux vêtements du roi et précise qu'elle et les autres elfes ont travaillé dur pour qu'il puisse s'habiller comme un vrai roi. Ceci fait, il se prépare à commencer la réunion, et Atu décide de commencer par discuter de politique intérieure. À ces mots, Moltar demande quel bâtiment construire en premier, et Atu répond qu'il devrait donner la priorité à la création d'une usine de production alimentaire. Après tout, si jamais ils se retrouvent en guerre, ils doivent disposer d'un important arsenal de nourriture. En entendant cela, Moltar se souvient du pouvoir de Takuto et lui demande s'il pourrait produire de la nourriture à volonté. S'il y parvient, construire un moyen de les nourrir sera totalement inutile et
et ne fera que gaspiller leur énergie. Entendant cela, Atout dit qu'ils doivent laisser le roi se reposer et construire leur propre source de nourriture. De plus, elle lui rappelle qu'avec l'expansion du royaume, distribuer de la nourriture deviendra impossible pour tous les habitants, même si le roi est capable de produire beaucoup de nourriture. Après son explication, Moltar réalise qu'il vient de poser une question stupide sans même réfléchir et s'excuse. Atout, quant à elle, pose un arbre mystérieux sur la table. Moltar et les autres se demandent ce que c'est. Cependant, Atout affirme que ce n'est qu'un arbre à viande. Bien qu'elle leur explique ce qui se trouve devant eux, Moltar et les autres restent incrédules. Atout décide alors d'expliquer plus en détail ce qu'est cette plante, expliquant qu'il s'agit d'une installation de production alimentaire de sa civilisation et qu'elle produit une viande mystérieuse au goût de chair humaine. Ayant mieux compris le concept, Moltar trouve étrange le concept d'arbre à chair et affirme que certaines personnes seront probablement réticentes à l'idée de manger de la chair humaine. Cependant, Atout précise que ce n'est qu'un des aliments que le royaume proposera, donc ceux qui n'aiment pas la chair humaine pourront manger n'importe quoi d'autre. Passant au sujet suivant de la réunion, Atout affirme qu'ils doivent acquérir de toute urgence des technologies de pointe, étant donné que leur royaume n'en est qu'à ses débuts. À ces mots, Moltar demande quel type de technologie ils devraient privilégier. Atout suggère alors qu'ils devraient commencer par la technologie magique, et plus précisément la magie militaire. Après tout, la magie conventionnelle ne permet d'attaquer que quelques dizaines de personnes au maximum, tandis que la magie militaire peut attaquer une armée entière de milliers de soldats et même modifier le terrain à leur avantage. Moltar est impressionné par l'existence d'une magie aussi puissante. Cependant, Atout précise que pour y parvenir, il faut sélectionner des personnes très talentueuses. En entendant cela, GIA s'enthousiasme et annonce qu'elle va lever une armée pour les aider. Cependant, Takuto suggère de ne pas gaspiller leurs efforts pour l'instant. Après tout, une armée ne produit rien et, de plus, consomme des ressources et du mana. Bien que comprenant le point de vue du roi, GIA affirme que le groupe actuel de guerriers du royaume n'est pas encore assez puissant pour protéger Takuto. De plus, Moltar affirme que, comme GIA et lui sont les chefs des elfes noirs, leurs têtes sont mises à prix. Voyant qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants, Takuto décide de les aider en créant un héros pour les protéger. Cependant, en entendant parler de ce héros, GIA demande de quoi il parle. Atout explique qu'à Minogra, plusieurs héros servent le roi et le protègent grâce à leur pouvoir unique. Mais pour les invoquer, ils doivent remplir des conditions bien précises. Takuto, quant à lui, explique qu'avoir un héros est bien plus bénéfique pour préserver la discrétion de son royaume. Après tout, une armée gigantesque attirait davantage l'attention qu'un seul héros. Concernant la gestion du mana des citoyens, Takuto explique que plus les habitants du royaume sont heureux, plus ils libèrent de mana. Par conséquent, Takuto promet de faire de son mieux pour que tout son peuple atteigne le summum du bonheur. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Lonius se rend au temple pour rendre hommage à Dieu lorsqu'il est soudainement interrompu par Verdel, qui se précipite vers lui pour le presser. Lonius lui conseille d'arrêter de crier et de faire preuve de plus de respect lorsqu'il pénètre dans un lieu sacré. Cependant, Verdel se moque de la foi de Lonius et affirme que le garçon a déjà suffisamment prié, alors il devrait se dépêcher de retourner à leur mission. Mais avant cela, il demande à nouveau les noms de la femme et de la fille de Lonius, qu'il a oubliés. En entendant cette question complètement déconnectée de la mission, le jeune homme refuse cependant de répondre lorsqu'on le presse un peu plus loin. Verdel annonce que sa femme s'appelle Marcha et sa fille Mina. Sur ce, il poursuit son chemin, se rappelant que Verdel est bel et bien l'homme grossier et mal élevé dont il avait entendu parler. Cependant, Lonius ne sous-estime pas les incroyables capacités de Verdel. Durant la promenade, Verdel se demande pourquoi ils se rendent sur le continent noir. Lonius lui rappelle qu'ils y vont pour enquêter sur la révélation reçue par Sainte Soalina. Et s'ils réussissent cette mission, ils seront bien vus par le Congrès des provinces du Sud, ce qui constitue un avantage considérable pour Lonius. En revanche, s'ils échouent, Lonius sera qualifié de paladin inférieur, complètement discrédité. Pendant ce temps, Verdel se plaint du manque d'équipement de leur unité pour une mission aussi importante. Après tout, seul lui et Lonius sont paladins dans toute l'équipe. Quant à Lonius, il pense que les responsables de tout cela avaient une raison de l'associer à Verdel juste avant son départ. Bien qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, Lonius est convaincu que la présence de Verdel dans son équipe sera bénéfique, car elle augmentera les chances de survie de toute l'équipe. Pendant ce temps, Takuto et Atout observent le travail des elfes et sont impressionnés par la rapidité avec laquelle ils construisent les maisons. De plus, Takuto a l'impression que les elfes noirs semblent désormais beaucoup plus dynamiques et désireux de progresser, contrairement à sa première rencontre. Quant à Emle, elle est toujours inquiète et lui demande s'il apprécie le travail des elfes. Takuto répond positivement, affirmant que leur travail est incroyable. Il lui fait donc comprendre qu'il a fait le bon choix en acceptant les elfes noirs comme citoyens. En entendant cela, Emle s'émeut et fond en larmes, mais se reprend vite et s'excuse de son manque de sang-froid. Elle entreprend alors d'inspecter le roi à la recherche de la civilisation créée par les elfes, expliquant que tout cela n'a été possible que grâce aux outils agricoles de Takuto. Poursuivant l'inspection, Emle l'emmène à la source d'eau découverte à proximité. Une fois sur place, ils sont abordés par GIA et Moltar. Gua explique qu'il était venu ici pour construire un aqueduc, mais qu'après avoir découvert que l'eau n'était pas très bonne, il a décidé d'abandonner l'idée. Cependant, en entendant cela, Atout ramasse l'eau et le bébé devant tout le monde, les laissant stupéfaits. Puis elle leur demande
demande de prendre une grande inspiration. Ce faisant, Moltar et Gia sentent leur esprit s'aiguiser, comme revigoré. Atu explique que les terres maudites offrent des bienfaits aux êtres maléfiques. Ils ne subiront donc aucun mal en buvant l'eau. Mais si c'est une bonne chose, Atu leur rappelle que l'endroit attire beaucoup d'attention, ce qui pourrait clairement attirer des ennemis vers le royaume. Gia revient alors avec l'idée de créer une armée, mais Atu lui rappelle que Takuto a déjà promis de créer un héros. En entendant cela, Moltar dit « Je n'ai pas encore pleinement saisi le concept de héros ». Atu se révèle être une héroïne, affirmant que les héros comme elle possèdent suffisamment de force pour anéantir une armée entière. De plus, les héros deviennent plus forts avec le temps. En entendant cela, Moltar est impressionné et leur conseille de se dépêcher de construire un palais pour le roi, car il a du mal à imaginer Takuto vivre dans une maison semblable à celle de ses serviteurs. Voyant qu'ils n'abandonnent pas cette idée, Takuto les autorise à construire un palais et demande qu'il soit un château flottant. Pendant ce temps, Lonius et son équipe se dirigent vers le continent noir, livrant de simples combats contre des gobelins. Lonius, toujours incertain de ce qu'il attend, demande que la mission se déroule sans encombre une fois arrivé sur le continent noir. Toujours pendant le voyage, Verdel dit qu'il est surpris par le nombre de mercenaires qu'ils ont réussi à obtenir pour la mission. Dans ce sens, Dilonus il en va de même pour lui. Après tout, il a juste eu beaucoup de chance, car la plupart des mercenaires sont actuellement dans le nord en raison de l'événement appelé The Northern Disturbance. Dans ce cas, les barbares sont apparus soudainement sur place, plus précisément dans le royaume sacrifié de Kalita dans la province du Nord, puis ils ont envahi les villages, causant d'énormes dégâts à l'endroit. Ainsi, le Saint et l'armée furent envoyés pour maintenir la situation sous contrôle, mais les troubles ne semblent pas près de se calmer. Bargo, même après avoir entendu tout cela, les rejette. Lonius lui ordonne de se taire, comme si cela ne le touchait pas. Cependant, Bargo réaffirme que ce n'est pas vraiment leur problème. Verdel commente l'excellente rémunération offerte à quiconque se rend sur le site pour aider à combattre les barbares. Bien que la paix soit effectivement élevée, Bargo explique qu'après avoir appris la présence d'une sorcière, plus personne ne veut y aller, sachant qu'ils en subiront les conséquences, et au final, perdront leur récompense et la vie. En entendant cela, Verdel tourne également le dos aux problèmes du Nord, affirmant qu'il ne devrait pas vraiment s'en soucier. Après tout, ils se dirigent vers les terres maudites du Sud, alors il ferait mieux d'en rester là, car ils ignorent ce qu'ils pourraient y trouver. Et puis, lors d'une pause, Lonius s'intéresse à la sorcière dont Bargo avait parlé et lui demande de lui en dire plus. Cependant, Bargo rejette l'affaire, affirmant qu'il ne s'agit que d'une rumeur sans fondement. En réalité, les rumeurs prétendent que les troubles dans le Nord ont été causés par une sorcière. En entendant cela, Lonius affirme qu'une telle chose est impossible. Après tout, une seule personne ne pourrait jamais provoquer un tel émoi qu'il faille se débarrasser du Saint. Quant à Verdel, il ignore complètement l'affaire et se met à boire excessivement. Bargo tente de les raisonner, leur disant qu'il boit trop. Cependant, Verdel lui rappelle qu'après avoir accompli leur devoir de sauver le peuple, ils devraient se détendre un peu. Après tout, c'est ce que Dieu leur ordonne de faire. En entendant cela, Lonius affirme avoir mal interprété la parole de Dieu, leur recommandant d'aller s'amuser en famille après le travail, et non de sortir boire un verre dans les bars. Cependant, Verdel continue de défendre son interprétation, affirmant que Lonius a simplement compris la parole de Dieu différemment de lui, mais que les deux interprétations sont correctes. Quant à Bargo, il se moque simplement du conflit religieux entre les deux, puis revient au sujet des terres maudites du continent noir, se demandant ce qui pourrait bien s'y passer. Il en déduit alors qu'il pourrait y avoir une rumeur concernant une sorcière dans les terres maudites, similaire à ce qui se passe dans le district nord. Mais en entendant cela, Verdel lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Après tout, ils ont déjà une idée de la nature du problème dans les terres maudites. En l'occurrence, ils savent que les elfes noirs ont fui dans la région. Par conséquent, Verdel pense que les chefs craignent simplement que les elfes noirs ne sèment le trouble, et rien de plus. En entendant cela, Bargo se sent soulagé, mais il comprend également leur inquiétude, car c'est un problème incontournable. Même parce que les elfes noirs sont excellents dans les malédictions et les meurtres. Quant à Lonius, il explique qu'à mesure qu'ils gagnent en puissance en secret, les elfes noirs les attaqueront sûrement. Voyant Lonius un peu tendu, Verdel lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Après tout, ils ne se rendent sur place que pour enquêter, donc s'il y a le moindre problème, ils peuvent simplement fuir, car ils ne sont pas payés pour traquer les elfes noirs. Et s'il a raison sur le plan pratique, Lonius condamne le plan de Verdel sur le plan moral, car Dieu ne serait jamais fier de voir son avant-garde reculer face au danger. Quant à Lonius, Dieu s'attend probablement à ce qu'il donne sa vie pour exterminer le mal. En entendant cela, Verdel conseille à Lonius de ne pas être si assoiffé de gloire. Après tout, même eux, les paladins, doivent parfois adopter cette attitude moins digne. Après tout, chacun a une famille qui dépend d'eux, et ils ne peuvent donc pas mourir pour rien. Ceci dit, Verdel conseille à chacun de lever son verre et de boire jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, Takuto rassemble tous les elfes noirs et crée un monstre à partir du fruit de l'arbre à chair. Voyant que le roi est capable de créer une nouvelle vie grâce à sa magie, tous les elfes sont stupéfaits par un tel talent. Mais Tatu lui
fait comprendre que ses pouvoirs vont bien au-delà de cela. Ils doivent donc lui consacrer encore plus de foi afin qu'il puisse offrir davantage de biens précieux au peuple. À un autre moment, Takuto annonce à Atu qu'il invoquera un héros lors de son prochain rituel, car avec 2 héros à ses côtés, ils seront sûrs d'avoir la force de combat nécessaire pour affronter n'importe quel envahisseur. Et dans ce cas, il a l'intention d'invoquer d'abord la reine des insectes, une créature capable de donner plus de force aux insectes et de les créer en masse, créant ainsi une véritable armée d'insectes puissants. Outre tous ces attributs, Takuto se souvient qu'Isla est la seule héroïne dépourvue de mauvaises intentions, contrairement aux autres qui cherchent à anéantir l'humanité. Par conséquent, Takuto croit qu'Isla est leur seule option héroïque. Parallèlement, il fait clairement savoir qu'il compte rencontrer ses autres héros, espérant qu'ils ne causeront pas trop de problèmes à leur arrivée sur ce monde. Pendant ce temps, l'Onus et les autres affrontent un géant des collines à l'approche des terres maudites. Voyant qu'ils subissent encore des attaques pendant la journée, l'Onus estime qu'ils devraient s'y habituer, car le continent noir abritera certainement des créatures plus dangereuses de ce genre. L'Onus ordonne à Bargo d'utiliser son arc contre le monstre, mais Verdel les interrompt en disant qu'il combattra la créature à leur place. Après tout, ils n'ont pas de temps à perdre dans un endroit pareil. Sur ce, Verdel invoque un art d'épée sacrée pour rendre son épée encore plus puissante et obtenir un pouvoir divin. Quant au géant, il tente d'attaquer Verdel, mais en vain. Pendant ce temps, l'Onus explique aux autres que les paladins qui reçoivent un pouvoir divin voient leur capacité physique améliorée. De plus, le pouvoir d'éradiquer le mal remplit leur corps. Et pour un paladin supérieur, cette puissance est encore plus grande, comparable à celle d'un dragon mineur. Ainsi, un géant des collines n'aurait aucune chance contre Verdel sous cette forme. Après quelques brèves attaques, Verdel finit par vaincre la créature, laissant tous ses compagnons impressionnés par sa force. L'Onus lui rend alors hommage et affirme qu'avec une telle puissance, ils pourront certainement accomplir la mission sans trop de difficultés. Mais même en entendant les paroles confiantes de l'Onus, Verdel affirme qu'il n'est pas certain de la victoire, car il risque de rencontrer divers dangers en chemin. Pendant ce temps, Atu voit Takuto manger un anka et lui suggère de manger quelque chose de plus sain. Cependant, Takuto dit qu'il en a assez de courir après ça, alors il préfère s'en tenir aux ankas. Au lieu de s'inquiéter pour lui, Takuto dit qu'il se soucie davantage d'elle. Après tout, Atu ne mange que de la salade, ce qu'il trouve anormal. Cependant, Atu lui dit que cela lui convient mieux. Laissant cela de côté, Takuto demande à Atu d'appeler Moltar et les autres quand ils auront fini de manger. Elle accepte alors, mais lui demande de développer le sujet de la réunion. Takuto explique que grâce à Longjambe, il connaît désormais bien les environs de la forêt et qu'il compte le consulter pour mieux comprendre comment réagir si la ville voisine les approche. Après tout, ce sont eux qui sont les plus susceptibles de découvrir l'existence du royaume de Minogra. Et même si cela peut les inquiéter un peu, Takuto demande à Atu de ne pas trop s'en faire. Après tout, rien n'indique que quelqu'un ait découvert son existence. Quant à Atu, elle lui conseille tout de même de ne pas baisser la garde, car le risque d'être surpris existe toujours. Au cours de la conversation, l'expression de Takuto change brusquement et il dit avoir senti la présence d'étranges individus dans le royaume. Et pour couronner le tout, il s'agit d'un groupe armé. Il demande à Atu d'aller voir les hommes et de leur demander de partir pacifiquement. Mais si cela ne fonctionne pas, elle a la permission de les attaquer. Pendant ce temps, l'Onus et les autres paladins s'approchent de la forêt, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent soudain une jeune fille. Verdel s'approche immédiatement d'elle et lui demande de se présenter. De plus, il lui dit de lui dire ce qu'elle fait point dans les terres maudites. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Atu affirme qu'elle n'est qu'une elfe noire qui s'est réfugiée dans cette forêt avec l'unique intention de survivre. Cela dit, elle demande aux paladins pourquoi ils sont venus ici. Cependant, Verdel refuse de révéler leurs objectifs et lui ordonne de répondre d'abord à leurs questions. Ils veulent savoir ce qu'elle fait dans cette forêt. Atu répond qu'elle vit simplement aux côtés de ses frères, qui, comme elle, cherchent à survivre. À ces mots, Verdel annonce qu'ils vont s'enfoncer un peu dans la forêt, car ils doivent enquêter. Atu leur demande alors de ne pas le faire, car ses frères sont encore terrifiés par la situation dans laquelle ils se trouvent. Après avoir expliqué les raisons de son refus, Atu leur demande ce qu'ils cherchent dans une forêt aussi déserte et sombre. Verdel lui apprend que les paladins ont reçu une révélation divine, annonçant que la forêt est en grave danger en raison d'une calamité qui menace la région. Voyant Verdel révéler ce secret national, l'Onus le réprimande, affirmant que même en tant que paladin supérieur, son autorité et son pouvoir de parole sont limités. Bien que Verdel lui ait fait cette révélation, Atu leur demande néanmoins de ne pas pénétrer dans la forêt. Après avoir échangé quelques mots avec la jeune fille, Verdel décide d'obéir à sa demande et conseille à ses compagnons de partir. Cependant, l'Onus s'oppose à l'attitude de Verdel, affirmant qu'à partir de maintenant, il prendra le commandement de la mission et qu'ils devront donc pénétrer dans les terres maudites et poursuivre l'enquête. En entendant cela, Bargo et les autres décident de rester avec l'Onus. Après tout, il est leur employeur, contrairement à Verdel, qui n'est qu'un simple collaborateur. Voyant qu'il compte aller à l'encontre de sa demande, Atu comprend qu'il devra régler les choses à la dure.
et en remarquant que la fille est une sorcière, Verdel lui demande dès les messagers revient au royaume et leur raconte ce qu'ils viennent de découvrir. Cependant, Bargo affirme que la dernière attaque de la sorcière a tué leur messager. Quant à Atou, elle prétend être le monstre qu'ils recherchent depuis toujours. Elle leur dit donc de cesser de tergiverser et d'attaquer immédiatement. Cependant, l'Onus la fixe avec de grands yeux, ne montrant aucune envie de l'affronter. Verdel lui dit alors qu'ils doivent se battre, même s'il sait que l'ennemi sera un véritable défi. Et lorsqu'elle est attaquée par les hommes, Atou reste indemne et se moque de l'armée de l'Onus, affirmant qu'au moins, ils ne lui font pas preuve de pitié, même s'ils ne peuvent lui faire aucun mal. Verdel se lamente alors, affirmant que tout s'est presque déroulé comme prévu. En entendant cela, Atou dit la même chose. Après tout, elle a presque réussi à les empêcher d'entrer dans la forêt. Mais tout a basculé lorsque l'Onus a tenté de jouer les héros et a décidé de l'affronter. Quant à lui, l'Onus ne comprend toujours pas ce qui se passe là-bas et demande ce qu'est une sorcière. Verdel explique alors que ses supérieurs lui ont ordonné de ne pas trop en dire sur l'affaire. Cependant, il réalise que la situation a atteint un point où il n'est plus logique de cacher quoi que ce soit. Il explique donc que lorsque le saint reçoit la révélation d'un monstre et que les échelons supérieurs la confirment, ce monstre est traité comme une calamité et qualifié de sorcière. Quant à la jeune fille qui se trouve devant eux, Verdel affirme qu'elle correspond à ce profil, ce qui le conduit à penser qu'elle est la sorcière qu'il recherche. Après avoir entendu toute cette explication, l'Onus comprend enfin la situation dans laquelle il se trouve. Quant à Atou, sa patience est à bout et elle lui demande si leur conversation est terminée. Verdel, irrité par sa remarque moqueuse, affirme que lui et ses hommes ne l'ont pas encore abandonné. Mais alors qu'ils avancent vers elle, Atou leur reproche d'être trop lent et impuissant. Ils parviennent néanmoins à lui couper les tentacules, laissant Atou impressionné. Atou utilise alors les siennes pour attraper deux paladins et lui dit qu'elle les avait un peu sous-estimés. Après tout, ils se sont révélés plus forts qu'elle ne l'espérait. Mais maintenant qu'elle les a piégés dans ses tentacules, Atou demande comment ils vont l'attaquer dans cette position d'extrême impuissance. De plus, elle utilise les deux paladins capturés comme boucliers humains. Voyant cela, l'Onus commence à perdre son sang-froid, mais Verdel lui conseille de rester calme. Après tout, il ne leur reste plus que deux tentacules à couper. Il leur suffit donc de couper les derniers pour achever la sorcière et assurer la paix dans le royaume. Ils se lancent alors à la poursuite de la sorcière. Voyant leur attaque s'intensifier, Atou reste sans voix, certaine d'être à l'abri si elle gardait les humains comme boucliers. Ne sachant que faire, Atou décide d'attaquer Verdel plus sérieusement. Verdel, déjà gravement blessé, exhorte l'Onus à fuir au plus vite pour éviter de devenir la prochaine victime de la sorcière. L'Onus, témoin de cette scène de chaos total, reste sans voix lorsque Verdel est projeté au sol, se souvenant qu'ils lui ont coupé tous ses tentacules. L'Onus se demande pourquoi la sorcière a réussi à l'attaquer. À ces mots, Atou dit qu'elle n'a jamais confirmé qu'elle n'avait que 6 tentacules. Au lieu de cela, elle leur a fait croire que ses tentacules étaient limités, alors qu'en réalité, elle peut les remplacer autant de fois qu'elle le souhaite, faisant d'elle un véritable monstre. Réalisant qu'elle jouait avec eux depuis le début, l'Onus écarquille les yeux de peur et laisse tomber son épée, ne sachant plus comment procéder. Il ordonne alors à Bargo et aux autres de fuir dans des directions différentes, afin qu'au moins l'un d'eux puisse revenir vivant au royaume et raconter ce qui s'est passé. Quant à lui, l'Onus affronte Atou de front et est surpris de constater qu'elle aussi est capable d'utiliser l'art sacré de l'épée. Atou prétend pouvoir l'utiliser simplement parce qu'elle a volé cette compétence à Verdel en le tuant. De plus, elle a également volé toutes les techniques qu'il avait perfectionnées. Dès qu'elle teste certaines de ces techniques, elle atteste qu'il était un homme digne d'être qualifié de puissant combattant, même s'il est mort d'une simple erreur. Lors de la confrontation avec l'Onus, Atou révèle qu'elle a également réussi à voler les souvenirs de Verdel, ce qui lui permet d'obtenir des informations personnelles, comme les noms de sa femme et de sa fille, Marcha et Mina. En entendant cela, l'Onus remarque qu'Atou gagne en puissance à chaque meurtre, faisant d'elle une assassinée. De son côté, Atou récite quelques-uns des derniers souvenirs de Verdel. Il était prêt à protéger tous ses compagnons jusqu'au bout, ce qui, pour Atou, démontre qu'il était vraiment digne d'assumer le rôle de paladin. Après avoir raconté cela au garçon, elle lui demande ce qu'il en pense. L'Onus affirme alors que la volonté de Verdel est toujours présente en lui, et qu'il continuera donc à se battre pour assurer la survie de l'équipe. Mais soudain, l'Onus entend un bruit mystérieux résonner non loin de là. Atou l'informe qu'elle a déjà ordonné aux elfes noirs de poursuivre les autres paladins et de ne laisser aucun homme s'échapper. En entendant cela, l'Onus perd à nouveau son sang-froid et lance une attaque incontrôlée. Quant à elle, Atou affirme que s'il avait écouté Verdel, leur avenir aurait été bien différent, car l'Onus serait rentré sain et sauf auprès de sa famille et Verdel serait toujours en vie. Quant à la forêt et à elle, elles aussi auraient vécu une ère paisible sans l'intervention des paladins dans leur foyer. Après avoir expliqué quel aurait été son avenir s'il n'avait pas agi dans le passé, Atou va maintenant révéler ce que sera son avenir. L'Onus et toute sa famille seront tués par elle.
Cependant, elle ne se contentera pas de les tuer. Atu leur fera comprendre qu'elle les torturera jusqu'à ce qu'ils implorent la mort, et qu'alors seulement elle mettra fin à leur jour. Ce faisant, Atu promet de tuer les habitants de chaque ville traversée par les paladins en route vers le continent noir. Et même si elle sait que cela n'a pas beaucoup de sens, Atu a toujours l'intention de tuer ces gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la forêt. Et si quelqu'un lui demande pourquoi elle attaque, elle répondra qu'elle les tue à cause des actions stupides de l'ONUS. En entendant cela, il lui ordonne d'arrêter, mais Atu affirme qu'il sera tué pour l'avoir défié. Après tout, tous ceux qui la sous-estiment ne méritent que la mort. Sur ce, l'ONUS implore à nouveau sa clémence, lui demandant d'arrêter de faire ça. À cela, Atu dit qu'il est sûr que l'ONUS était une bonne personne, qui croyait en son Dieu et aimait à la fois sa famille et la nation. Cependant, Atu fait clairement comprendre qu'il déteste les gens qui pensent qu'ils sont justes. À cause de cela, elle le tuera. Mais d'abord, Atu demande à l'ONUS d'assister à la mort de sa famille depuis le siège VIP qu'il occupera au paradis. Plus tard, après la mort de l'ONUS, Atu est approché par les elfes noirs, qui confirment la mort des personnes qu'elle leur a ordonné de tuer. Atu félicite leur bon travail, et affirme que le roi sera également heureux de l'apprendre. Elle propose donc d'aller annoncer la nouvelle à Takuto, et charge les elfes noirs de se débarrasser des cadavres. Mais avant de partir, Geia lui demande si elle va vraiment commettre tous les actes maléfiques dont elle a parlé à l'ONUS, et Atu répond non. Après tout, elle se considère toujours comme une pacifiste, et dans ce cas précis, elle n'a fait qu'exercer une pression psychologique sur sa victime avant de la tuer. Au cours de la conversation, Geia remarque son étrangeté et lui demande si quelque chose ne va pas. Atu lui révèle qu'elle doit immédiatement informer Takuto d'une chose importante. Elle s'approche de lui et lui mentionne l'entité, sorcière, dont les paladins ont parlé pendant le combat. En entendant ce terme, Takuto est perplexe, n'en ayant jamais entendu parler auparavant. Atu explique alors qu'ils ne sont définitivement plus dans le monde du jeu normal. Et si les mécanismes de jeu restent en partie les mêmes, Atu précise qu'ils ne peuvent pas compter là-dessus indéfiniment. Après tout, le monde pourrait bien changer de fonctionnement à un moment ou à un autre. Cependant, même si cela est préoccupant, Atu affirme que le fait que le monde soit différent du jeu présente aussi des avantages. Dans ce cas précis, elle évoque la modification rapportée à sa capacité spéciale. Elle est désormais capable de voler non seulement les capacités de ses cibles, mais aussi, dans une certaine mesure, leurs souvenirs. Takuto comprend alors qu'elle a raison. Après tout, c'est précisément parce qu'ils ont utilisé sa nouvelle capacité qu'ils ont découvert la situation précaire de Qualia qu'ils ont apprise. Takuto propose alors qu'il puisse se détendre un peu et progresser lentement. Mais Tatu lui rappelle qu'il pourrait subir des représailles s'il tue les paladins. Mais en entendant cela, Takuto dit qu'ils n'ont même aucune information sur le royaume de Minogra. Par conséquent, il garantit qu'ils ne seront pas dérangés par Qualia. Par conséquent, la seule chose qui l'inquiète est la soi-disant perturbation du Nord. Après tout, il croit qu'elle a été causée par une sorcière. En cela, Atu confirme sa déduction, car il aidait après les souvenirs qu'elle a volés, elle ne peut cependant obtenir aucune information supplémentaire. Après tout, même Qualia ne semble pas savoir grand-chose sur cette mystérieuse sorcière. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle a causé des dégâts considérables aux villes de la province du Nord. De plus, Atu a également obtenu des informations selon lesquelles le royaume de Qualia appelle cette entité Erakino, la sorcière siroteuse. Takuto, quant à lui, réfléchit un peu et en déduit qu'Erakino est venue au monde de la même manière qu'eux. Considérant que cette sorcière possède le pouvoir d'une armée et que le royaume de Qualia est leur nouvel ennemi, Takuto réalise qu'il est temps pour eux de donner naissance à un nouveau héros. Bien qu'il ait prévu de mettre au monde Isla, Takuto reconsidère cette idée et estime que la meilleure solution est de faire venir le héros le plus puissant possible. De plus, il envisage de s'allier à une autre nation, et comme ils sont liés au mal, Takuto réalise qu'ils devront s'allier à un royaume neutre, en l'occurrence le royaume de l'Est. Au cours de la conversation, Atu commande son traitement envers les paladins, affirmant qu'elle est peut-être allée un peu trop loin avec eux. Cependant, Takuto lui fait comprendre qu'il ne serait jamais offensé par ce qu'elle a fait, et lui dit que tout va bien. À ces mots, Atu est ému et lui promet qu'il le soutiendra toujours et de toutes ses forces. En voyant le résultat final du château, Takuto est enthousiasmé par la nouvelle construction de son royaume. Cependant, même s'ils ont construit un château dans le royaume, l'une des parties les plus importantes de la nation, Atu dit qu'ils ont encore une montagne de problèmes à résoudre. Elle admet toutefois qu'ils ont déjà fait de grands progrès dans la construction du royaume. Mais après avoir entendu cela, Takuto annonce qu'il prévoit d'augmenter le temps d'agrandissement du château une fois qu'ils seront partis. En entendant cela, Atu s'enthousiasme encore plus et déclare qu'ils doivent construire un palais immense, si gigantesque qu'il percera les cieux et s'y enracinera profondément. Quant aux vassaux qui les servent, ils seront de grands héros, déterminés à faire ce qu'ils veulent. En l'occurrence, leur désir devrait être de servir le royaume de toute leur force. Takuto, quant à lui, commence à s'enthousiasmer pour cette idée, mais il est bientôt interrompu par Atu, qui se souvient d'un problème majeur qu'elle a négligé. Atu se souvient qu'ils n'ont toujours pas de serviteurs à leur service. Takuto réalise alors qu'elle a raison, et Atu commence à s'en vouloir, se disant une servante ratée. Mais la voyant s'en vouloir autant, Takuto lui répond qu'elle exagère. Après tout, cela ne l'a même pas dérangé. Cependant,
Atout insiste et lui demande de faire toutes les demandes qu'il souhaite afin qu'elle puisse se racheter de cette erreur colossale. Takuto se contente alors de demander une servante facile à aborder, car tout ce qui va au-delà est un luxe. Au-delà, Takuto affirme qu'il ne veut qu'une servante capable de comprendre un tant soit peu les elfes noirs. Après tout, il veut être le roi le plus amical possible. En entendant cela, Atout lui demande un peu plus de temps, car elle est déterminée à trouver la servante idéale pour le royaume de Minogra. Mais dès qu'il la remarque avec enthousiasme, Takuto commence à s'inquiéter, se rappelant qu'un enthousiasme excessif ne mène à rien de bon. Au bout d'un moment, elle convoque Moltar et des elfes noirs et leur demande de rassembler autant de filles que possible dans le royaume, car Takuto compte bien les utiliser. Mais en entendant Atout parler de manière aussi suggestive, Moltar se méprend. Atout, quant à elle, affirme que son plan est de laisser les filles comme servantes de Takuto afin qu'il puisse s'entraîner à la conversation et discuter plus librement avec les elfes noirs. Quant à Moltar, il est pris de sueur froide et lui demande pourquoi elle pose cette question. Atout envenime la situation en affirmant que son roi aime les jeunes filles. Après qu'elle lui ait expliqué la situation, Moltar comprend enfin le malentendu et comprend que le roi souhaite simplement se détendre un peu en discutant avec les elfes noirs. Et pour cela, il doit commencer à parler aux jeunes filles. Quant à Geia, il explique que les enfants ont souvent des idées plus absurdes, mais qu'il ne faut pas les ignorer, car elles peuvent déclencher des révélations chez les adultes. Mais au-delà de ça, Atout lui rappelle qu'il manque de main-d'œuvre et qu'il faut donc mettre même les plus jeunes au service du roi. Cependant, ils n'accepteront que des tâches simples, puisqu'ils sont enfants. En entendant cela, Geia dit qu'ils peuvent aussi embaucher des garçons, car il n'y a pas besoin de filles. Cependant, Takuto explique qu'il ne choisit que des femmes pour une autre raison. Il veut leur offrir plus d'opportunités. Et bien que cette réponse désespérée ne soit pas bien accueillie, Takuto parvient à les convaincre, et Moltar loue sa politique inclusive, soulignant qu'il pense déjà à l'avenir de la nation. Et avec tout discuté, Atout met fin à la conversation, et il leur demande d'amener leur fille au plus vite. On les lui confie, mais elles se mettent à pleurer, ce qui met Takuto mal à l'aise avec tout ce bruit. Le voyant si bouleversé, Atout lui rappelle que les enfants ne sont que des enfants, et qu'il devrait donc être plus patient avec eux. Quant à Moltar, il dit qu'il a déjà amené tous les enfants du royaume, et qu'il va donc falloir les adapter pour qu'ils puissent voir le roi sans pleurer. Cependant, Geia se souvient qu'ils n'ont pas amené les jumelles, mais Moltar affirme que les deux enfants ne seraient pas aptes à servir le roi. Mais même en sachant cela, Atout affirme qu'ils auraient dû amener les enfants au roi. Geia s'avance alors, affirmant qu'elle a amené les jumeaux même sans la permission de Moltar. Contrairement à un certain vieil homme, il a toujours 2 coups d'avance, pensant toujours être le meilleur serviteur possible de son roi. Remarquant la tension entre les deux, Atout leur demande d'arrêter le combat. Geia décide alors d'accélérer le processus et amène les jumeaux au roi. Elle se présente comme étant Karia et Maria. Remarquant une marque violente sur le visage de l'une des jumelles, Atout lui demande d'où elle vient. Karia affirme avoir reçu cette marque à cause d'une maladie et Takuto compatit avec elle. Cependant, elle lui fait clairement comprendre qu'elle la méritait. Après tout, la maladie a été causée par une épidémie, et selon elle, Karia estime que, victime de l'épidémie, elle a dû faire quelque chose pour la mériter. Quant à Maria, elle affirme avoir commis un acte terrible, dévorer sa propre mère, affamée par la destruction du foyer des elfes noirs. Voyant que le roi est plus docile que son image sombre ne le laisse supposer, Maria se sent à l'aise et se dit prête à prendre soin de lui, même si elle sait que la tâche risque d'être difficile. Voyant qu'elle est prête à le servir, Takuto lui annonce qu'elle se portera candidate à la tête de la grande nation de Minogra. Pendant ce temps, Atout remarque que le roi a une conversation peu digne avec quelqu'un, ce qui la laisse stupéfaite. Poursuivant la conversation, Takuto demande à la jeune fille si elle n'a pas peur de lui, et Karia répond que son seul devoir est d'accompagner sa sœur aînée, afin de ne pas être intimidée en sa présence si Maria décide de rester sa servante. Ayant pris cette décision, Takuto dit qu'ils peuvent commencer à s'occuper des tâches qu'il leur a assignées. Cependant, Moltar intervient dans la conversation pour faire une petite observation. Il les informe que les 2 filles n'ont pas pleuré une seule fois depuis la mort de leur mère, ce qui, à son tour, peut être considéré comme un point négatif, car cela révèle une certaine froideur chez les sœurs. À un autre moment, Atout réunit Emle et les autres elfes et leur demande de faire leur rapport. Emle est la première à se lever et annonce que, maintenant qu'ils ont terminé la construction du palais, ils vont faire une pause. Emle suggère donc de commencer la construction d'un nouveau bâtiment, car ils auront plus de temps pour le faire. Atout rappelle ensuite à Takuto le bâtiment qu'ils étaient censés construire lors de la réunion d'il y a quelque temps et suggère d'aller de l'avant, auquel cas ils devraient commencer la construction de la clinique immédiatement. Takuto approuve l'idée, car une clinique a non seulement un coût de production très faible, mais garantit également la santé et la sécurité de ses citoyens. Et continuant avec Emle, elle dit qu'elle est responsable des ressources du royaume, puis dit que la collecte interne de nourriture et de matériaux du royaume se déroule bien. Rien d'extraordinaire. Cependant, ils auront besoin de plus de mana pour gérer cela. Entendant cela, Atout suggère de construire davantage de bâtiments et de faire des recherches pour augmenter la production de mana, car c'est une ressource rare et cruciale. Et puisqu'elle en parle, elle demande le rapport sur la magie militaire. Moltar se lève, prétendant être responsable de cette zone. Et bien qu'il soit le seul capable d'utiliser cette ressource pour le moment, Moltar les assure qu'avec de l'entraînement, ses subordonnés seront capables d'en faire autant. Quant à Atout, elle explique que leurs recherches porteront sur les 6 éléments principaux de la
la technologie magique. Après tout, ils n'utiliseront pas trop de ressources de mana pour les affaires internes du royaume, car cela irait à l'encontre de la politique du roi. Après avoir abordé la magie militaire, Gia se permet de poursuivre la conversation, annonçant qu'elle a quelque chose à signaler. Elle informe le roi que 5 nouveaux longjambes ont rejoint les forces du royaume et qu'ils surveillent actuellement le territoire connu entourant les terres maudites. En entendant cela, Atu demande à Gia d'envoyer les longjambes patrouiller la frontière du royaume. Après tout, elle seule est capable de protéger toute la nation Minogra. Mais Atu ajoute qu'ils étudient déjà la création d'un nouveau héros pour qu'elle n'ait pas à protéger le royaume seul. Takuto informe alors tout le monde qu'il compte invoquer Isla, la reine des insectes. En entendant cela, Atu demande à Moltar de lui faire un rapport sur les ressources nécessaires à l'invocation de ce nouveau héros. Dans ce cas, ils n'auront besoin que de mana, ils possèdent déjà les autres ingrédients nécessaires. À la fin de la réunion, Takuto félicite tout le monde, affirmant qu'il se consacre pleinement aux tâches du royaume. À un autre moment, les jumeaux commettent une erreur et déchirent un document devant le roi. Ils s'excusent pour leur action désastreuse, mais Takuto leur sourit et affirme que tout va bien. Traité avec tant de gentillesse malgré une erreur, Maria, perplexe, demande au roi s'il est mauvais. Il répond que seul son alignement est mauvais. Entendant cela, Maria demande pourquoi il ne tue pas les elfes au lieu de les aider. Après tout, c'est ce qu'on attend d'un être mauvais. Quant à Karia, elle intervient et lui demande pourquoi il fait preuve d'autant de clémence envers eux. Cela met Maria en colère, qui veut qu'il révèle sa véritable nature et se montre méchant envers eux. En entendant cela, Takuto explique que les bonnes personnes ne peuvent faire que des choses tout aussi bonnes, car il est contre leur nature de faire le mal. Or, les personnes maléfiques peuvent faire à la fois le bien et le mal, ce qui les libère. Takuto est donc une mauvaise personne, mais il a choisi d'être gentil avec les elfes noirs. Cela dit, il remarque que les erreurs commises jusqu'à présent par les sœurs, comme le fait d'avoir déchiré le document, étaient intentionnelles. Incapables d'accepter le meurtre de leur mère, elles recherchent probablement la mort. Elles pensaient qu'irriter Takuto entraînerait leur mort en guise de punition pour ses erreurs. Au lieu de cela, Takuto exhorte les filles à rester fortes et en vie, afin qu'elles puissent un jour rendre leur mère fière. À un autre moment, Atu aborde Takuto pour lui parler d'une ville appelée Dragontan, une nation neutre et multiraciale composée principalement d'humains et d'hommes bêtes. D'après ses recherches, la nation utilise un système parlementaire dirigé par des chamans appelés porteurs de bâtons. Après avoir entendu les détails de la ville, Takuto s'enthousiasme pour une éventuelle alliance, car les villes aux races diverses ont tendance à être plus ouvertes aux étrangers. Poursuivant son rapport, Atu informe que la ville semble abriter une mine de filons de dragon, un minerai capable de produire du mana. Mais au-delà de cela, Atu précise que le site est constamment attaqué par les monstres de la mine, ce qui facilite d'autant plus une alliance avec eux, car Takuto peut offrir une aide militaire à la ville. En allant à Dragonta, Atu rencontre certains habitants sont tendus, jusqu'à ce qu'un garçon nommé Pépé arrive et parle à Atu normalement, l'ayant reconnu après un long moment. Le groupe d'Atu conclut alors un accord avec les habitants de Dragonta et ensemble, ils marchent jusqu'à Takuto, qui demande audience à ce dernier. En chemin, Atu s'étonne qu'il demande audience à son roi. Après tout, celui de Mignola venait d'envoyer une délégation à Dragonta. Pépé, quant à lui, se met à parler trop fort tandis que les adultes discutent d'importantes questions diplomatiques. Dans ce livre, Tukapoli, l'un des habitants du royaume de Dragonta, s'excuse pour l'acte du garçon qui n'arrête pas de parler, et en entendant cela, Atu ignore ce fait et se concentre uniquement sur les hommes de Tukapoli, qui d'ailleurs sont tous restés en arrière. Dans ce livre, Tukapoli explique que le miasme est trop fort pour que leurs soldats puissent le gérer, ils ont donc dû rester en arrière. Et en pensant davantage au roi qu'elle est obligée de rencontrer, Tukapoli devient curieuse et légèrement effrayée de ce qui l'attend, car si Atu est déjà une personne terriblement forte, le roi qu'elle suit sera certainement plus fort et plus effrayant. En présence de Takuto, Tukapoli reste sans voix, incapable d'en identifier la force. Il est, en l'occurrence, la transparence des ténèbres. Elle commence à souffrir et devient incrédule face à cette créature terrifiante qui vient d'arriver dans la région. Se rappelant avoir choisi de se retrouver dans cette situation, elle la regrette encore plus. Quelques minutes auparavant, Pep et ses soldats affrontaient un géant. Soudain, ils parviennent à achever l'ennemi. Pep, lui, grimpe sur lui, le sourire aux lèvres, tandis que les soldats admirent la bravoure du prêtre Pep et se sentent plus en sécurité en sa présence. Voyant ses soldats le couvrir d'éloges, Pep continue de se vanter et leur demande de parler encore plus de lui. Tandis qu'il est distrait par toute cette pluie d'éloges, Pep est surpris par le géant, qui commence à se relever et le fait tomber. Le géant attaque alors le garçon, mais Pep parvient à le piéger avec sa magie, et les soldats achevèrent l'ennemi une fois pour toutes. Peu après le combat, Tukapoli se rend sur place et commence à se plaindre de la situation, exigeant des explications de Pep pour tout ce désordre. Sur ce, le garçon entame la conversation en appelant sa grand-mère, ce qui agace profondément Tukapoli. Cependant, elle ignore rapidement le commentaire du garçon et commence à le sermonner, lui disant qu'il est le seul jeune homme du royaume à avoir un bâton, qu'il devrait donc honorer sa
sa position de leader et être un meilleur leader. Voyant cela, Pep déclare qu'il suivra son conseil. Cependant, Tucapoli dit qu'elle est toujours inquiète pour l'avenir du garçon, car elle pense qu'il lui faudra du temps pour se rétablir. Elle lui rappelle également qu'il s'apprête à se rendre dans les terres maudites. Après tout, les anciens ont déjà prédit l'apocalypse qui s'y déroulerait, et qu'ils doivent donc s'y rendre pour enquêter. Si ces attaques barbares se poursuivent, Dragontan sera condamné à succomber, car c'est une petite ville avec une armée réduite. De plus, Tucapoli affirme qu'ils ignorent même si la cause des attaques vient réellement des terres maudites. Ils doivent donc se dépêcher et faire l'enquête dans la forêt dès que possible. Et en voyant cela, Pep souhaite bonne chance à tous ceux qui entreprendront ce voyage dans la forêt des terres maudites, sortant déjà son corps. Cependant, Tucapoli dit que le garçon les accompagnera également dans ce voyage. Et en revenant au présent, Tucapoli regrette d'avoir emmené Pep avec elle. Après tout, si elle avait su à quel point la situation serait dangereuse, elle aurait choisi de le laisser dans le royaume. Mais au lieu d'être effrayé par la situation, Pep salue Takuto normalement et leur demande d'être amis. Et en voyant cela, Tucapoli commence à désespérer et s'attend à la pire réaction de Takuto. Mais au lieu d'être juste avec la façon dont le garçon lui a parlé, Takuto le salue en retour et dit qu'ils peuvent en effet être amis. Et à l'heure du repas, Pep s'avère être un garçon très proactif. Et Takuto observe le garçon de loin et remarque que les compétences sociales de Pep sont, en fait, incroyables. Après tout, le garçon a même commencé à s'intégrer à tout le monde, quelque chose que Takuto ne pourrait jamais le faire. Et quand il se souvient maintenant qu'ils sont amis, Takuto est confus à ce sujet, car il ne sait pas comment gérer un ami, puisque c'est son premier. Et donc il commence à penser à quelque chose qu'il peut faire pour s'intégrer aussi, et décide finalement de demander à Pep de participer à un jeu avec lui. Mais dès qu'ils entendent cela, tout le monde réagit avec étonnement à la proposition du roi, car il trouve cela très agréable venant d'un être avec cette aura lourde. Et quant à Pep, il accepte la proposition de Takuto, et les deux prennent chacun une base de fleurs et jouent à un tir à la corde, pour voir lequel d'entre eux brise la base de l'autre, et à la fin de la partie, Pep sort victorieux, ce qui laisse à son tour Tokapol étonné, et quant à Takuto, il est excité par ce jeu, et demande au garçon de le laisser avoir sa revanche, et quand ils vont à un autre jeu, Takuto est impressionné par la facilité avec laquelle Pep a appris l'un des jeux qu'il a proposé, et quant au garçon, il fait l'éloge du jus de pomme du roi de Mignorat, ainsi que du jeu auquel il joue. Il dit donc qu'il est heureux d'avoir eu l'opportunité de visiter ce royaume, et après avoir réfléchi un peu plus, Pep suggère que Takuto vende ce jeu à leur pays, car il est sûr que ses compatriotes l'adoreront, et voyant le garçon essayer de négocier avec Takuto sans même avoir l'expérience ou les manières de le faire, Tokapol essaie d'attirer l'attention du garçon, mais Takuto se souvient qu'il avait déjà prévu d'ouvrir son entreprise. Il est donc heureux de voir que Pep a déjà évoqué ce sujet, afin qu'il puisse en profiter pour faire avancer ce projet, et même si c'était amusant de jouer avec Pep pendant ces quelques minutes qu'ils ont passées ensemble, Takuto décide de mettre le jeu de côté pour parler de questions commerciales. Et à la tombée de la nuit, Pep commence à se sentir plus détendu en présence de Takuto et de ses nouveaux amis. Et en voyant cela, Tokapol lui ordonne de rester en alerte. Après tout, ils ne peuvent toujours pas faire entièrement confiance à ces gens qu'ils viennent de rencontrer. Soudainement, Atto commence à interroger Tokapol sur la raison pour laquelle elle est allée du côté de Mignorat. Et Tokapol commente la récente attaque barbare qui s'est produite dans son pays. Et selon ses soupçons, pour découvrir ce qui peut être à l'origine de ces attaques, elle doit enquêter sur les terres maudites. Et au fur et à mesure que la conversation progresse, Takuto en déduit que le père de Tokapol ne doit pas avoir une puissance militaire très forte. Et en voyant qu'il a découvert cela, Tokapol devient moins confiante, car comme Takuto a découvert qu'il venait d'un pays faible, et cela pourrait finir par rendre leurs négociations difficiles, alors elle essaie de cacher les faits, en disant que Formigao est capable de mettre fin aux monstres s'ils le veulent. Après tout, le seul problème est le comportement étrange des monstres, qui pour Tokapol doit être étudié. Mais en la voyant mentir délibérément, Pépé finit par laisser échapper la vérité, et dit qu'en fait, ils ont été envoyés pour enquêter sur les terres maudites pour empêcher leur pays de succomber, car ils doivent étudier les attaques pour trouver un moyen de mieux les gérer. Et en découvrant la vérité, Atto essaie de rassurer Tokapol, en disant que Mignorat n'a aucune intention de nuire à son pays, car même s'ils sont des êtres maléfiques, Atto assure qu'ils ne travaillent que pour le bien-être du royaume de Mignorat. Par conséquent, Tokapol peut être calme face à toute attaque de leur part. Et de plus, Atto affirme que si l'attaque des barbares se poursuit et que Dragontan tombe, la prochaine nation à être détruite sera Mignorat. Atto affirme donc que cette affaire les concerne également. Bien qu'Atto manifeste son désir de les aider, Tokapol reste méfiant quant à leurs intentions. Atto s'adresse à Takuto et lui demande ce qu'il pense de l'idée d'aider Formigal. Takuto, à son tour, approuve et affirme que les amis devraient s'entraider. En entendant cela, Pébé sourit et dit qu'elle attendait déjà l'aide de Takuto. Cependant, Tokapol reste méfiante et demande ce qu'ils attendent en retour. Atto va droit au but et explique qu'ils sont intéressés par la mine du filon du dragon. Dans ce cas, ils souhaitent convertir le mana pur de la mine en éléments spécifiques. Cependant, en entendant cela, Tokapol affirme que cette technologie prendra encore 10 ans à être prête. En regardant de côté, elle remarque Pébé, l'air innocent. Cependant, Tokapol dit que le garçon est l'espoir de son royaume, et même s'il est un enfant, il est l'espoir de tout le royaume, bien que, pour l'instant, il ne soit qu'un idiot. Et de plus, elle informe que Pébé a la capacité de discerner la nature de n'importe qui, ce qui, à son tour, leur donne un avantage gigantesque. Par conséquent, Tokapol lui jette la responsabilité de les diriger et d'agir. Et cela, Pébé indique clairement qu'il a déjà pris une décision depuis le début. Dans ce cas, il veut rejoindre le royaume de Mignorat, se lier
lier d'amitié avec Takuto et son peuple, et à un autre moment, les habitants de Dragontan et de Mignora discutent de certaines questions diplomatiques entre les deux pays, et pendant la négociation, Takuto note que sans PB, les négociations seraient dans des sphères plus anodines, et il ne discuterait même pas des questions commerciales entre les deux nations, et au fur et à mesure que les négociations progressent, les jumeaux demandent plus d'informations sur le pays de Fornegal, pour mieux comprendre à quoi ils ont affaire. Après tout, négocier avec un pays qu'ils connaissent à peine serait une attitude très hâtive. Par conséquent, ils décident d'aller dans le pays pour mieux le connaître. Mais d'abord, ils doivent trouver un moyen d'envoyer un message à Dragontan. Dans ce cas, Rato est prêt à se rendre sur place pour envoyer un tel message. Et là, Moutard lui suggère de ne pas le faire. Après tout, Rato est fondamentalement la personne la plus importante du royaume après Takuto. Par conséquent, envoyer une personne importante d'une nation à une autre est une exagération qui peut générer de la méfiance chez Dragontan. Dans ce cas, les jumeaux sont prêts à aller à la place de Rato, car, même s'ils peuvent être en danger en chemin, ils veulent être d'autres pour lui. Et en voyant que Takuto a cédé aux ordres de quelqu'un d'autre, Rato se met en colère contre lui et commence à faire du drame sur la situation. Et dans ce cas, Takuto essaie de la ranimer en disant que tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent était avec son aide. Par conséquent, il dit qu'elle est la seule personne dont il a besoin. Et en entendant cette dernière phrase, Rato commence à voyager dans ses pensées, imaginant une vie avec lui, et à un autre moment, Takuto emmène les jumeaux à la clinique du royaume pour leur montrer l'unité qu'il vient de produire. Takuto emmène les jumeaux voir la clinique et explique plus en détail le fonctionnement de l'endroit. Les filles lui demandent s'il est malade, et Takuto répond que non, expliquant qu'elles sont là uniquement parce que leur escorte est passée. En ouvrant la porte, Takuto est accueilli par 3 hommes masqués, heureux de le voir et l'appelant un roi puissant. Atu remarque les 3 hommes avec suffisamment d'enthousiasme et déclare qu'ils sont approuvés pour être les subordonnés de Takuto. Quant à lui, Takuto se dit également impressionné par cette expérience. Après tout, il les avait déjà préparés au pire, et les voir de son côté le réjouit. De plus, Atu affirme que les compétences des 3 hommes sont déjà suffisantes pour assurer la garde. Takuto est d'accord avec elle, mais précise qu'il ne s'attendait pas à devoir les utiliser sitôt. Quant aux jumeaux, ils ne comprennent pas qui sont ces hommes. Alors Takuto explique qu'ils sont médecins de combat et que, de ce fait, ils sont naturellement capables de soigner les blessures et les maladies, mais aussi de combattre et de protéger tous les habitants du royaume. Atu, quant à elle, décide d'aller droit au but et explique aux médecins que le roi a un message pour eux et qu'ils doivent donc être très attentifs. Dans ce cas, ils doivent protéger les sœurs jumelles tout en les emmenant à Dragontan et observer la culture et l'état actuel de ce pays. Entendant la mission, les médecins sont enthousiastes et acceptent immédiatement la tâche, affirmant qu'ils l'accompliront avec brio. Après tout, ce sont des êtres humains exemplaires. Voyant leur enthousiasme, Takuto décide de les enthousiasmer encore plus en promettant de les récompenser pour avoir protégé les sœurs. Il donne alors à chacun des médecins un nom humain, Ichiro, Jiro et Saburo. En recevant leurs noms, les 3 hommes masqués sont encore plus excités, car ils sont fanatiques des humains. Takuto réalise alors qu'il a un peu exagéré la récompense, et Karia est légèrement surprise de voir les hommes si excités par de simples noms. Atu compatit à la surprise de la jeune fille, et dit à Karia de la contacter si jamais elle se retrouve en difficulté. Pendant ce temps, Antique, la mère de Dragontan City, commence à taper du poing sur la table de colère, se sentant incapable de gérer le fardeau de la ville. De plus, elle a fini par perdre la face en pensant qu'être mère signifiait une vie libre, alors que c'était tout le contraire. Elle continue de hurler, implorant que quelqu'un mette fin au monde pour elle. Se rappeler qu'elle doit s'allier aux forces des ténèbres pour protéger la ville la rend encore plus furieuse. Après tout, elle n'avait jamais entendu parler du royaume de Minogra. Soudain, un employé du maire entre dans la pièce pour lui parler et annonce à Antique que des gens dehors souhaitent la rencontrer. Entendant cela, elle demande si ses visiteurs ont un rendez-vous, ce à quoi l'employé répond que non. Antique prie alors l'employé de les renvoyer. Après tout, elle ne reçoit que ceux qui prennent rendez-vous à l'avance, car elle considère son temps plus précieux que l'or. Quiconque tente de l'interrompre doit donc être tué immédiatement. Voyant Antique si irrité, l'employé prend peur, mais insiste pour poursuivre la conversation, affirmant que les visiteurs se sont présentés comme des émissaires de Minogra. L'irritation d'Antique s'accroît avec son employé, et dit qu'elle aurait dû l'informer. Ceci se passe dès le début de la conversation, afin d'éviter tout malentendu. Cela dit, elle se rend auprès des émissaires de Minogra, le sourire aux lèvres, masquant son irritation quelques secondes auparavant. Mais, sentant une aura pesante émaner des 3 hommes, Antique se demande ce qui se passe, mais change d'expression pour tenter de dissimuler sa méfiance. Antique exprime sa gratitude pour le voyage à Dragontan juste pour leur rendre visite. Mais en voyant ses filles apparemment innocentes accompagner ces hommes, Antique s'interroge sur leur sort. Cependant, sa plus grande inquiétude concerne les hommes qui se cachent derrière ces filles. Après tout, Antique a entendu parler d'une unité d'assassins elfes noirs, donc ces hommes pourraient en être les auteurs. Soudain, Karia demande à dire quelque chose, et Antique remarque qu'elle est fixe trop, et il s'excuse. Au cours de la conversation, Antique se souvient que Tonukapoli avait mentionné 2 sœurs elfes, formées par le roi en personne pour devenir de futurs dirigeants. Antique réalise enfin qu'il se tient devant les sœurs à cet instant précis. Elle se demande alors ce que font les 2 filles les plus importantes de Minogra à Dragontan. Jiro décide alors de poursuivre
poursuivre la rencontre à la place des jumelles, expliquent que leur visite actuelle répond à l'invitation de Pépé. Elles sont donc comme des étudiantes venues à Dragontan pour étudier le mode de vie d'une autre nation. Antique est soulagée de découvrir que leur raison d'être à Dragontan était plus simple qu'elle ne l'imaginait. Quant à Jiro, il affirme que leur voyage à Dragontan n'est que la première étape vers la construction d'une amitié entre Minogra et Dragontan. Voyant qu'ils ne sont pas en visite d'affaires, la tension d'Antique s'apaise et Jiro lui demande de les traiter comme de simples touristes. Antique réalise qu'elle a eu de la chance, mais elle entend rester prudente avec les jumeaux, car il reste deux personnalités importantes d'une autre nation. Tout faux pas pourrait donc nuire à l'image de Dragontan auprès de Minogra. Cependant, l'un des jumeaux demande au maire de leur faire visiter la ville, ce qui permet à Antique de les contacter plus étroitement. Et même si cela peut être une mauvaise chose, Antique croit pouvoir saisir cette occasion pour s'entendre avec les deux filles, en prenant bien soin de ne pas les contrarier. Pendant ce temps, Takuto observe la mission de loin et se réjouit de constater que tout se déroule comme prévu. Et puis, à la tombée de la nuit, Antique dit au revoir aux filles et elle se dirige vers une auberge pour faire le point sur l'enquête du jour. Maria explique alors que les seules choses qu'elle a entendues des habitants de Dragontan sont négatives, car ils se plaignent tous de manquer de nourriture et de craindre les ennemis qu'ils pourraient rencontrer hors du royaume. Soudain, au milieu de la réunion, l'un des hommes masqués tend une plante à Maria. Karia reconnaît l'herbe popile et explique que cette plante peut provoquer une grande euphorie et des hallucinations, raison pour laquelle la plupart des pays en ont interdit l'usage. Après avoir découvert de quoi il s'agit, l'homme masqué décide de la jeter. Cependant, Karia affirme que la plante est en bon état et ne présente pas de trous d'insectes, ce qui la laisse penser qu'elle a été cultivée. Mais malgré tout, les hommes se rendent compte qu'ils doivent rester prudents point avec tout, même s'ils ne font que du tourisme. Et le lendemain, les jumeaux sont emmenés à la mine du filon du dragon, et là, ils sont émerveillés par les cristaux qui s'y trouvent. Soudain, un homme s'approche d'eux et leur explique que l'herbe à popile pousse juste là. Il s'excuse de cette intrusion soudaine et se présente comme Vesta Kurklin, un simple homme d'affaires de la ville. Voyant cet inconnu s'approcher, Karia lui demande de quoi il souhaite discuter. Vesta répond qu'en tant que marchand, il souhaite évidemment discuter affaires avec eux, puis leur demande s'ils seraient disposés à cultiver de l'herbe à popile avec lui. En entendant cela, Karia s'enquiert des avantages qu'il pourrait apporter à Minogra s'il l'aidait. Vesta explique alors que l'herbe à popile se vend à un prix élevé. S'il l'aide à la cultiver, Minogra recevra une part de ses bénéfices. Mais au-delà de cela, Vesta fait clairement comprendre qu'elle peut leur faire d'autres propositions, mais il affirme que le moment n'est pas propice. Dans ce cas, Vesta demande aux filles de retourner au même endroit après le coucher du soleil. Plus tard, les jumelles rencontrent Antique pour une nouvelle rencontre. Au cours de la conversation, Antique demande aux filles de la présenter sous son meilleur jour au roi de Minogra. Soudain, Vesta entre dans la salle de réunion, accompagné de ses hommes de main. En le voyant, Antique s'inquiète et lui demande ce que lui et ses hommes font là. Il dit ensuite qu'il n'est là que pour entendre la réponse des jumelles à sa proposition de cultiver des herbes popiles. En découvrant que les filles concluaient des accords avec Vesta à son insu, Antique sent le danger planer. Si les forces des ténèbres s'allient à une ordure comme Vesta, la situation pourrait devenir très grave à Dragontan. Karia réalise alors que Vesta est vraiment un homme indigne de confiance et déclare qu'il est impossible qu'elle travaille avec lui. Vesta ne semble pas ravie de ce refus. Karia dit alors à Antique qu'ils devront gérer ce désordre seuls. En entendant cela, les hommes masqués se retrouvent face à Vesta et ses acolytes. Vesta sort alors de sa poche une injection contenant une substance addictive qui rend impossible la survie sans elle. Le voyant aller trop loin, Karia rappelle à Vesta qu'en les attaquant, il se fait pratiquement un ennemi de Minogra. Elle affirme donc que ce serait une erreur. Cependant, Vesta affirme qu'une fois infectés par l'injection, ils obéiront à ses ordres. Pendant ce temps, M le demande pourquoi ils ont envoyé les hommes masqués en mission plutôt que de vrais humains. Atu explique que les hommes masqués aiment les humains et qu'ils sont donc la meilleure option pour les protéger. De retour auprès de Vesta, il voit tous ces hommes de main tués en un clin d'œil et se demande alors ce que sont ces choses devant lui. Antique, quant à elle, est surprise par la scène, mais Maria la calme, lui disant qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Après tout, les hommes masqués n'attaqueront que les humains qui s'opposent à eux. Karia condamne alors Vesta pour une multitude de crimes, le pire étant une insulte à son roi. Après avoir tout terminé, Karia s'excuse auprès d'Antique pour avoir ensanglanté toute sa chambre, mais Antique lui répond que c'est le cadet de ses soucis. Mes amis, c'est très stupide. Aller contre un autre envoyé d'une autre nation qui a la réputation d'être forte, c'est créer des problèmes inutiles. Donc si vous ne voulez pas faire d'erreur et si vous voulez continuer, laissez un like et abonnez-vous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je suis parti.